Bonsoir, messieurs et dames, bienvenue sur ce nouveau numéro 237 Talk, en direct sur votre petit écran, le temps de 26 minutes, à la rencontre de tout ce qui se veut agriculture, c'est chevaux. Alors si on peut l'appeler un fou, mais pas celui qui marche dans la rue, ce sont ceux qui créent la révolution. L'art aussi c'est ça, créer la révolution. Et ce soir, on va à la rencontre d'un personnage atypique, exceptionnel, unique, qui d'ailleurs s'est défini comme étant picto, sculpteur, plasticien, chercheur libre, auteur en gestation, mais au-delà enseignant d'art. On va développer cela avec lui sur ce plateau, Jean-Michel Dissaké est notre invité sur 237 Talk. Jean-Michel Dissaké, bonsoir. Bonsoir Oblak. Bienvenue sur 237 Talk, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Alors, picto, sculpteur, ça renvoie à quoi? Pictosculpture, c'est pour dire l'intersection qu'il y a entre la peinture et la sculpture. Et aujourd'hui, je parle de l'art du croisement. Parce que comme source d'inspiration et objet d'étude, pour moi, c'est l'homme. L'homme est l'instrument de mesure de tout ce qui existe. Déjà même par ses 5 organes de sens, il réussit à percevoir, à capter les différentes ondes et avoir même le sens même de la mesure pour retrouver l'équilibre. Alors, parce qu'on parle d'équilibre, effectivement, je regarde juste derrière toi, j'aperçois une pyramide. Comment expliquer le rapport physique entre la pyramide qui est juste derrière vous et notamment votre démarche? Ma démarche, qui est art de Moudiki, tout à l'heure je vous parlais de l'homme. Et j'utilise beaucoup les symboles. Comme symbole primordial que j'ai toujours eu à utiliser, j'ai utilisé la liane. Pour moi, c'est l'électrocardiogramme. L'onde, c'est le lien, c'est l'ADN, c'est l'information génétique. Vous allez vous rendre compte que dans la forêt, ce sont les lianes qui alimentent les plus grands et les plus petits arbres avec de l'eau et des sels minéraux. Dans la ville, nous sommes alimentés par l'énergie grâce aux câbles électromagnétiques. Même la communication est facilitée par ça. Maintenant, dans le corps humain, au niveau du système nerveux, ce sont les nerfs et les neurones qui assurent aussi le transport et la circulation de l'influx nerveux. L'ADN aussi, pour moi, est une liane. Bon, maintenant, le lien que ça a avec la pyramide. Tout à l'heure, je vous parlais de l'équilibre. L'homme, c'est la pyramide et la pyramide, c'est l'homme. Parce que l'homme est régulé par nombre d'or. Même dans les arts négro-africains et les recherches que j'ai eu à mener aussi, je me suis rendu compte que toutes les sculptures, notamment chez les Sawa, les Tanguay, les Épérons de Prou, et même aussi la figurine Bakota du Gabon, et même certains masques africains, étaient régulés par ce chiffre. Même inconsciemment, les sculpteurs africains représentaient ce chiffre-là. Et aussi au niveau des constructions des pyramides, on retrouve ça. Même au niveau de l'usage même des matériaux. Alors l'équilibre passe par la maîtrise de son énergie. L'équilibre passe pas seulement par la maîtrise de son énergie, parce qu'il faudrait d'abord être conscient qu'on maîtrise son énergie. L'équilibre, pour moi, aujourd'hui, passe par le croisement. Vous allez remarquer que nous avons le jour et la nuit, nous avons l'homme et la femme. La dualité de la vie. Voilà, la dualité de la vie. Aujourd'hui, je parle même beaucoup plus aussi d'équilibre parce que je fais allusion à la société de consommation. L'art que je fais aujourd'hui, c'est un art actuel. Et comme matériaux, j'utilise des matériaux dits de récupération parce que ces matériaux me renseignent sur la couleur exacte de la société dans laquelle je suis inscrit. Et j'ai envie, tout simplement, sans vous couper, de vous poser la question de savoir pourquoi le choix de cette pyramide aujourd'hui sur ce plateau et votre tenue, y a-t-il un rapport étroit? En fait, c'est juste comme ça par hasard. Cette pyramide, je l'ai faite il y a de cela 1 an et demi. J'ai commencé à dessiner et après, j'ai commencé à collecter ces plaquettes électroniques parce que ces plaquettes électroniques-là contiennent des informations. Elles me font penser aux différents mouvements du monde, à l'alchimie, à la construction, à la déconstruction. J'estime aujourd'hui que toutes les couches sociales, toutes les entités qui existent devraient communiquer. Tout à l'heure, quand je parlais d'équilibre, je voulais aussi parler de l'arbre de vie cosmique. Oui, parce que sur un de mes livres qui n'est pas encore paru, qui est intitulé En gestation, oui, en gestation, les mondes de la création, où je parle du monde immatériel. Avant que l'œuvre ne soit représentée physiquement, elle est d'abord immatérielle. D'où j'aime bien le symbole de la liane, qui me permet de rentrer dans l'ADN créatrice que je porte pour retrouver mon point originel, c'est-à-dire le point originel de création de l'humanité. Quand on vous entend parler, on a toute l'impression que vous êtes dans un autre monde et que vous restez tout le temps pas compris des autres, du commun des mortels. Comment faire pour finalement adhérer à un discours qui semble métaphysique? Je dirais que je parle avec une langue qui m'a été imposée, je ne parle pas en douala.
D'où je pense même que ce que j'essaie même de dire, c'est difficile pour moi. Tu ne le dis pas avec autant justement. de vérité. En fait, je fais mon travail. Et tout ce que je dis, j'utilise des mots simples. Tout à l'heure, je vous parlais du point originel de création. En ta langue, on dit ça comment? C'est pour parler des profondeurs. J'appellerais Sanjiba. Djiba. Pour l'athlète, le point originel de création pour lui, c'est son pied d'appel. Oui. Chez le plasticien, chez le musicien, le point originel de création, c'est l'élément par lequel il part toujours pour créer. Et ça, de ta première œuvre jusqu'à la dernière, c'est quelque chose qui se retrouve toujours. Et quand tu as réussi à capter cette information-là, tu ne peux pas te retrouver en manque d'inspiration. Tu vas toujours créer. Parlant de métaphysique, oui. Je vais vous dire que la métaphysique peut exister pour ceux qui refusent de faire la science, mais pour les scientifiques, la métaphysique n'existe pas. Parce que je travaille avec quoi? Je travaille avec l'aluminium, parce que l'aluminium, à un moment donné, est animé et ça me permet de représenter le reflet de la lumière sur le visage de l'homme. C'est pour ça que j'utilise tout le temps la tôle. J'utilise le cuivre, j'utilise parfois des plaquettes électroniques, le bois, j'utilise des terres de termitier, mais tout matériau que j'utilise devrait être imprégné par la marque de l'homme. Et cette alchimie-là, à un moment, si vous étudiez par exemple le corps humain, vous allez vous rendre compte que la composition chimique du corps humain, tout ce qui est dans le tableau de classification périodique, l'homme a ça en lui, mais à des proportions bien variées. Vous restez avec nous, Jean-Michel Dissaké, sur ce plateau 237 Talk, édition nouvelle chez vous. Messieurs et dames, si vous nous retrouvez, merci en tout cas de rester fidèles sur cette antenne qui est la vôtre. À tout à l'heure. Si vous nous retrouvez à nouveau sur 237 Talk devant votre petit écran, messieurs et dames, les mots, le poids des mots par la poésie ce soir. Il est non seulement journaliste chez Mosaïque, journaliste culturel, je veux préciser. Il anime la rubrique Art plastique. Il vient de commettre à l'occasion un recueil de poèmes intitulé La nuit est un front de résurrection. Martin Anguissa est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on vous présente écrivain, poète, vous l'êtes, et entre vos mains, le tout premier jet, votre tout premier recueil de poèmes. La nuit est un front de résurrection. Parlez-nous-en. La nuit est un front de résurrection est mon premier recueil publié, paru chez Ifriqui à l'année dernière. Grosso modo, c'est une longue parole et une grogne sur la réception de mon environnement, de mes rapports à la vie, de mes rapports à la société, au pays, au monde. Donc c'est un regard réflexif et de colère et de joie sur tout ce qui m'environne. On vous connaît grande gueule, mais belle langue. Alors on espère que vous allez nous déclamer un texte de ce magnifique recueil de poèmes. La nuit a mauvais caractère. Elle vomit son ventre de toute sa puissance d'eau et de vent. Les morts sortent des tombes. Les rationalités se démultiplient et la raison n'est plus une. La parole publique s'entend dans le silence. Même les capitaines des putschs désertent la défense du territoire des manuscrits et des mausolées. Les rebelles sont à 70 km d'Abidjan. Ré mineur. Les rebelles sont à 60 km de N'Djamena. Soprano. Les rebelles sont à 50 km de Tripoli. Alto. Les rebelles sont à 40 km de Bamako. Baryton. Les rebelles sont à 30 km de Kinshasa. Ré majeur. Les rebelles sont à 20 km de Brazzaville. Balafon. Les rebelles sont à 10 km de Bangui. Do. Arrivent les rebelles. France, on a peur. France, on n'a rien. Sauve-nous, France. Alors là, nous sommes dans la musique, nous sommes dans le do, ré, mi, fa, si, la. Oui, c'est une rythmique de la marche des rebelles à la conquête d'un pouvoir, quoi. Dans certaines villes, c'est un peu historique et c'est un peu réel. Donc j'ai voulu orchestrer cette marche martiale des soldats qui vont conquérir, comme je l'ai dit, un pouvoir. Mais parler sous l'expression poétique, pas toujours accessible à tout le monde. Comment est-ce que tu arrives à faire passer le message à la jeune génération? Moi, ma particularité, c'est que mes textes ne sont pas hermétiques.
les rebelles sont à 70 km de Bamako, ou bien à 50 km de Tripoli. Il n'y a rien de complexe là-dedans. C'est la charge émotionnelle, les référentiels historiques, la situation politique d'un pays. C'est ça qui me semble plus important que d'avoir une langue ou bien un langage trop compliqué. La nuit est un front de résurrection. C'est donc le tout dernier recueil de poèmes signé Martin Anguissa. Il était avec nous. C'est à lire pour ceux qui sont fans de lecture. Chez votre libraire d'à côté, Yves Ricria, le distributeur, l'éditeur. Messieurs et dames, la suite 237 Talk, juste après ceci. Alors, messieurs et dames, l'œuvre que vous apercevez juste derrière mon invité, qui n'est personne d'autre que Jean-Michel Dissaké, est une exclusivité sur cette antenne. La toute première fois qu'elle se présente à vous, qu'elle s'offre à vous, c'est une pyramide. Avec au sommet, j'ai l'impression, c'est un globe. Oui, c'est un globe, mais c'est aussi le cerveau. Là, je parle de la conscience de l'humanité. Oui. Là, je parle des intelligences. Et quand on parle des intelligences, vous avez fait beaucoup d'humanité à travers le monde. Faites-nous-en un peu part. J'étais au Danemark, j'étais invité par le comte Adam Christopher von Knuth, de Knuthenborg. J'étais aux États-Unis à NC State University, où j'ai eu à donner des cours de création. Il était question pour moi de faire découvrir à tout étudiant quel était son point originel de création. Où chaque enfant était appelé à choisir un objet qui lui parlait et tout ça. Et je me rappelle qu'il y a un jeune Indien qui avait choisi une fenêtre. Je lui ai demandé parce qu'il était important pour moi de faire une sorte de psychanalyse des matériaux qu'il utilise. Pourquoi il a choisi ça? Quel était le dialogue en fait? À travers cette fenêtre, j'ai pu commencer à utiliser le plexiglas. Ah d'accord. Voilà, le plexiglas où j'ai essayé de croiser et à travers ça, j'ai produit une œuvre qui est en ce moment exposée au Greg Museum à NC State après avoir eu à interagir avec le jeune étudiant et bien d'autres aussi. Mais au Cameroun, vous avez fait beaucoup de choses aussi. Oui, au Cameroun aussi, j'ai eu à diriger, encadrer 5 étudiantes de l'Institut de Beaux-Arts Cheikh Anta Diop, niveau BTS. Il y a une même qui vient qui a réalisé des abat-jours avec des cornes de bœuf. Il y a une autre qui a fait des chaises avec des résidus de pneus et du fer. Il y a une autre aussi qui a créé des costumes à base de sacs de jute et tout ce que ça comporte, mais vraiment dans l'optique du recyclage. Comment amener l'humain à consommer ce qu'il a décidé de rejeter. Mais et Consamba aussi, oui, à l'Institut de Beaux-Arts de Consamba, j'ai eu à intervenir là-bas. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de salle. Somaillon a choisi un espace et les étudiants se sont mis à défricher. Et je leur ai demandé de prendre cette herbe sèche et de faire des boules avec cette herbe sèche. Et après, j'ai commencé à leur enseigner la notion d'équilibre à partir des arbres. Nous sommes allés dans la nature, nous avons étudié le paysage de Consamba et les étudiants ont commencé à collecter la terre de termitière. Ils ont décidé d'associer ça à un liant et de fabriquer des boules. Et lorsque ces boules ont séché, nous avons vidé l'intérieur et pendant ce temps, les étudiants d'architecture qui parlaient de folie se sont rapprochés de nous et ont décidé de s'intéresser à ce qu'on faisait. Et je leur ai fait savoir que qu'est-ce que vous pouvez donc faire aujourd'hui comme proposition au niveau des matériaux locaux pour bâtir nos édifices chez nous. J'ai toute l'impression que les questions environnementales vous interpellent beaucoup, Jean-Michel Dissaké. On ne peut pas séparer l'art de l'environnement pour définir la culture. Par exemple, les Sawa font le culte de l'eau parce qu'ils sont au bord de l'eau. Les peuples Grassfield vont sur les montagnes et tout ça, font des cultes là-bas parce qu'ils vivent là-bas. L'homme, tous les jours, interagit avec l'environnement, avec la nature. Moi, j'ai été initié, je suis allé dans la forêt, j'ai passé des années dans la forêt sacrée, j'ai étudié les symboles de ma culture, j'ai appris à écouter les arbres, à dialoguer avec les arbres, avec les lianes, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, je peux communiquer avec les matériaux, je sais comment les agencer et tout le monde peut le faire. Jean-Michel Dissaké, on a toute l'impression qu'à chaque fois, face à un artiste comme vous, artiste plasticien, les autres vous comprennent mieux et pas les nôtres. Pourquoi? Les nôtres ne nous comprennent pas parce que parfois ils sont complexés. Je suis désolé de le dire. Et je pense qu'il faudrait être humble parce que pour dialoguer avec les plantes, il faut être humble. Pour dialoguer avec la terre, il faut être humble. Je vais vous dire par exemple qu'en observant le mode de vie des fourmis et même des termites, j'ai remarqué que ces entités-là, ces insectes-là vivent en communauté. Et pour sentir ça, il faut être humble. Pour rentrer dans une poubelle et ramasser un objet et le mettre dans un avion plus tard,
et qu'il va se retrouver en train d'être exposé ailleurs, il faut une dose d'humilité. Je pense que tout ce que je dis est autour de nous, parce que ce sont les matériaux, c'est ce que l'homme rejette que j'utilise. D'ailleurs, des prix internationaux t'ont été attribués, notamment le prix de la francophonie. Oui, j'ai eu un prix spécial du jury lors des derniers Jeux de la francophonie, malgré le fait que mon œuvre soit volée. L'Arbre des Hommes a été volé, oui. Mais qui l'a volé, mon Dieu? Je ne sais pas. C'est un peu fou ça. Oui, mon œuvre a été volée. Bon, j'ai quand même eu le prix. Et je continue à travailler. Parce qu'on ne vole pas l'œuvre de n'importe quel artiste. La suite, c'est juste après ce petit écran. Rencontre de 13e type. Voilà, direction le CIPCA, Centre international pour le patrimoine artistique et culturel. À l'occasion de 35 ans d'art, rétrospective était le nom de code de son exposition. Salifou Lindou a été rencontré par l'équipe de 237 Talc. Alors, merci déjà de prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe au CIPCA. Je suis Yves Xavier Ndungandongo, commissaire de l'exposition. Alors, au CIPCA, c'est le lancement du projet SAVE, qui est un projet d'exposition itinérant qui se déroule principalement à Yaoundé, au CIPCA, à Africrea, ensuite à Douala, à la Laba, à Douala Art, ensuite ça ira à Paris, à Africaris, ensuite on reviendra en Fumban. Et ce sont des moments symboliques qui questionnent plusieurs problématiques autour du travail de Salifou, mais aussi autour des artistes et de la carrière de Salifou. C'est-à-dire qu'à Yaoundé, par exemple, il y a une dimension patrimoniale et une dimension historique. La dimension patrimoniale est liée au CIPCA parce qu'ils ont un processus patrimonial et Salifou étant un artiste qui ne souffre d'aucune contestation sur la scène, il était question pour nous de choisir un espace qui avait un peu cette ligne de mettre Salifou dans une démarche de patrimonialisation dans la mémoire collective des gens. Nous sommes ici pour vivre cet événement qui retrace mes 35 ans de carrière en tant qu'artiste plasticien. Et donc, j'ai décidé que si les questions de parcourir, de revoir ma trajectoire artistique et de sélectionner des œuvres des périodes différentes pour montrer, ce serait bien que ça commence ici à Yaoundé. Parce que c'est ici à Yaoundé que j'ai fait ma toute première exposition intitulée Regard de l'intérieur à l'Institut Goethe. C'est ici toujours à Yaoundé que j'ai fait l'exposition suivante à Africrea. Et donc pour moi il était important que les choses commencent ici. Et puis, il y a le souhait de faire après Yaoundé une exposition à Douala. Et ma galerie avec qui je travaille à Paris, Africaris, a aussi souhaité accueillir cette exposition-là. Donc, j'ai souhaité que la clôture se fasse à Fumban, dans mon peuple, où je suis né. Et où je viens vraiment me présenter tout, y compris même le début des rétrospectives. Magnifique rencontre de 13e type avec notre invité Jean-Michel Dissaké, d'ailleurs, qui est prêt à reprendre les routes du monde. Quand vous êtes dans les airs, quelle sensation? Quelle connexion? J'aime bien décoller. J'aime bien, je n'aime pas l'atterrissage. L'atterrissage. J'aime bien décoller. Et là, pendant ce moment-là, pendant le vol, est-ce que vous créez? Oui, je crée beaucoup parce que là, ça me permet d'avoir une vue vraiment panoramique de la Terre. La maison et tout ça, des villes et tout ça, et découvrir aussi ce qui se passe là-haut. Voilà. Parce qu'en fait, pour moi, les villes, parfois, je peux les percevoir comme des toiles. Elles sont des toiles d'ailleurs. Oui, ouais, justement. Alors, Jean-Michel Dissaké, vos œuvres sont visibles à travers le monde. On commence par quelle ville du monde? C'est vrai que j'ai une œuvre au Vatican, Le Soleil. Elle est partie en 2012. Une trentaine d'œuvres au Danemark. Il y a une château de Knuthenborg et il y a certaines aussi en Angleterre.
J'ai des œuvres à New York, j'ai des œuvres en Caroline du Nord, notamment au Greg Museum. Il y a aussi, je vais dire que le professeur Ebenezer Njomwele, à ma toute première exposition, m'a acheté des œuvres. Oui. Au Cameroun, il n'y a pas un Au espace où on Cameroun, peut admirer tes œuvres? Au CIPCA aussi, Centre international pour la promotion du patrimoine artistique, le CIPCA. Oui. L'espace Douala Art aussi, à mes œuvres. Oui. À l'OTNI aussi, il y a mes œuvres. Laboratoire de théâtre. Et aussi au laboratoire Moudiki que j'ai mis sur pied, qui s'occupe aussi de la formation des jeunes et fait aussi les résidences de création et aussi l'encadrement de certains étudiants, puisque j'ai mis sur pied un projet de bibliothèque. J'ai des amis en Caroline du Nord avec qui on a décidé de collecter des livres et que nous faisons venir ici pour vraiment l'éducation visuelle. Des jeunes générations. Et dans tous les cas, tu sais, moi, je ne suis pas, je suis pas un musicos, hein, alors que j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez très bien, Martin Anguissa, d'ailleurs, qui vous a fait une magnifique fleur sur cette antenne. Michel Dissaké, quelle est l'actualité autour de ta création? En ce moment, c'est vrai que je reviens d'une très longue maladie. Et là, je suis en train de me préparer parce que je vais en France. Je suis invité pour la saison Africa 2020 par Yves Coste. Puis le 19, nous avons une exposition en Normandie. Déjà, c'est vrai que je ne vais pas assister au vernissage. Après, nous avons une résidence fluviale. Le projet est dirigé par le commissaire d'exposition internationale Yves Chatap. J'ai été sélectionné par lui et la Sénégalaise Gonefal et tout ça. Donc, le projet est intitulé Clairière des Aboto, dont nous allons créer tout autour de l'œuvre de l'écrivain camerounais Mongo Betty. Alors, s'il fallait motiver les dirigeants camerounais, surtout les institutions qui portent l'art au Cameroun, les arts plastiques, ce n'est pas très visible au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vais vous dire, c'est que je ne suis pas là pour porter critique. J'estime qu'aujourd'hui, quand même, ce qui est fait n'était pas fait hier. Je pense que le Cameroun sort quand même de la colonisation. Et là, notre société est en train d'évoluer. Malgré ça, j'estime qu'aujourd'hui, il faudrait que les Camerounais déjà, c'est-à-dire vraiment l'élite camerounaise commence à apprendre à consommer l'art camerounais. Ça veut dire qu'au lieu de nous ramener tout le temps des objets en pacotille et tout ça, un peu vraiment, mais qu'on a, oui, justement, où des plasticiens sont parfois abusés, c'est-à-dire on prend une photo n'importe comment on a tiré, on met dans un truc en plastique, qu'ils apprennent à consommer l'art. Ça, c'est l'une des choses. Ça va permettre de développer notre économie. Et je pense aussi qu'il faudrait que les espaces qui ont été alloués aux artistes, notamment à la Galerie nationale d'art contemporain, soient remis aux plasticiens, aux artistes, qu'on nous donne la possibilité de nous exprimer, que le musée national nous soit remis, restauré. Nos œuvres, notamment les œuvres des maîtres comme les Quinfac Pascal, Joseph-Francis Soumeyeux, Othéo, et Joël Pardo et consorts, et Jean et Mathie, tous ces gens-là, tous des maîtres. Voilà. Les œuvres de Barthélemy Togo, à un moment donné, nous devons aussi les retrouver ici, au musée national. Du Cameroun. Du Cameroun, ça c'est important. Et je pense aussi que la galerie, à un moment que tous les mois, que ça tourne, qu'on donne la possibilité aux plasticiens de pouvoir aussi vraiment agir. Donc, mais je ne vais pas rester là pour pleurer parce que malgré tout, je pense qu'il va falloir qu'on travaille, c'est tout. En tout cas, Monsieur Zedabre, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, Djibril Claver, Toto Kangé sera des nôtres. Monsieur Zedabre, à tout à l'heure. On s'invite carrément dans la minute de Claver. Bonsoir JB. Bonsoir Oblak. Tu vas bien? Ah, ça se voit, je me porte bien. Tu parles de femmes ce soir. On parle de femmes, surtout celles qui séduisent. Elle s'appelle Angela Kosinda. Comme un ange. Elle vient du Cameroun. Raconte-nous l'aventure. Elle vient du Septentrion et c'est elle qui, grâce à sa beauté, son intelligence et même son talent, permet au Cameroun de participer pour la toute première fois à ce grand concours de beauté du côté des États-Unis d'Amérique. Je vois comme tu es aussi excité à parler des femmes, c'est pas possible. C'est normal, Roblek, surtout qu'elle est pleine de charme. Hein. Aujourd'hui, c'est chacun qui voudrait se poser la question, qui est-elle exactement? C'est une rodée quand même dans le domaine de la beauté parce qu'elle était 3e dauphine Miss Afrique. On l'a également retrouvée comme étant Miss supranationale Africa. Elle a même représenté le Cameroun dans le cadre de la 59e édition de Miss Internationale. C'est un visage bien connu puisqu'elle a fait partie du jury de l'élection Miss Cameroun, c'était en 2020. Aujourd'hui, c'est elle qui permet à tout le Cameroun de manifester une certaine joie puisque c'est le 237 qui est représenté aux États-Unis d'Amérique. Merci JB Claver. Merci Roblak. À très bientôt. À très bientôt.
Donne le nom de l'invité de l'émission 237 Talk en envoyant play au 81 76 et tente de gagner un écran TV 43 pouces. Merci infiniment Jean-Michel Dissaké d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à 237 Talk de me permettre de pouvoir vendre mon travail et de me vendre aussi. Monsieur le Globetrotter, bon voyage. Thank you. Au cœur de la planète, monde, celle qui vous accueille, celle qui vous a accepté depuis la nuit des temps.